Je m'appelle Brianna, j'ai 23 ans. Pendant 23 ans, j'ai vécu comme une servante dans ma propre maison. Je me réveillais à 5 heures chaque matin pour récurer les sols, préparer les repas et laver le linge, tandis que mon frère Brandon dormait jusqu'à midi dans son lit king size. Mes parents m'ont dit quelque chose que j'ai cru pendant plus de 2 décennies, certains enfants sont nés pour être servis. D'autres sont nés pour servir. Tu es de la deuxième catégorie. Je ne l'ai jamais remis en question. Pas avant que le père de la mariée, un homme que je n'avais jamais rencontré, ne regarde mon visage pendant la photo de famille et ne se mette à trembler. Avant de continuer, si cette histoire vous interpelle, veuillez prendre un moment pour aimer et vous abonner, mais seulement si vous voulez sincèrement savoir ce qui s'est passé ensuite. Et si vous regardez, laissez un commentaire pour me dire d'où vous venez et quelle heure il est chez vous. Maintenant, laissez-moi vous ramener au matin du mariage de Brandon, le jour que je pensais être le pire de ma vie. Nous vivions dans une maison coloniale de 2 étages dans le comté de Fairfield, au Connecticut, le genre de quartier où chaque pelouse était impeccable et où chaque famille conduisait des voitures européennes. Nos voisins étaient chirurgiens, avocats et associés dans des fonds spéculatifs. De l'extérieur, la maison Patterson ressemblait au rêve américain. De l'intérieur, c'était mon cauchemar. Ma chambre n'était pas une chambre, c'était le sous-sol. Un sol en béton, pas de fenêtre, et un matelas mince qui sentait le renfermer. La chaudière vrombissait à 1 mètre de ma tête. En hiver, c'était ma seule source de chaleur. En été, c'était étouffant. Chaque matin à 5 heures, mon réveil sonnait. À 5h15, j'étais en haut dans la cuisine, à récurer les comptoirs en granit, à préchauffer la cuisinière Viking et à sortir les œufs et le bacon du réfrigérateur Sub-Zero. L'îlot de cuisine était en marbre italien Calacata, s'est vanté un jour Donna auprès de son club de lecture. Je connaissais chaque veine de cette pierre parce que je la polissais quotidiennement. Gérald descendait vers 7 heures, son Wall Street Journal sous le bras, sa tag et brillant à son poignet. Il s'installait dans son fauteuil en cuir dans le coin petit déjeuner, sans jamais me regarder. « C'est prêt ?» demandait-il sans lever les yeux des gros titres. « Oui, monsieur Patterson. »« Le café est faible aujourd'hui. Fais-le plus fort demain. » C'était l'étendue de nos conversations à 23 ans de monosyllabes et d'ordre. Je posais son assiette sur la table, la belle vaisselle, le Wedgwood au bord argenté, et je me retirais dans la cuisine. Ma place n'était jamais à cette table. Ma place était à côté de l'évier, à manger les restes que la famille laissait. Mais ce qui faisait le plus mal n'était pas le sous-sol froid ou les corvées interminables. C'était la façon dont il parlait de moi. La chambre de Brandon était au 2e étage, une unité de coin avec des baies vitrées donnant sur le jardin. Il avait un Samsung de 65 pouces fixé au mur, une PlayStation 5 et un garde-robe plus grand que tout mon sous-sol. Il allait à la Saint Thomas Academy, $45 000 par an, équipe de cross, préparation à l'université. Elle est restée à la maison, scolarisée à domicile, disait Gérald aux voisins chaque fois qu'il posait la question. La vérité était plus simple, personne ne m'apprenait rien. J'ai appris à lire dans les vieux magazines que Donna jetait. J'ai appris les mathématiques en comptant la monnaie à l'épicerie. Quand Brandon a eu 18 ans, Gérald lui a remis les clés d'une BMW série 3 blanche. Je n'avais pas de permis de conduire. Je n'avais aucune pièce d'identité. Tes documents ont été perdus dans un incendie, m'a dit Donna un jour quand j'avais 12 ans et que je demandais pourquoi je ne pouvais pas m'inscrire au collège local. C'est trop compliqué de les remplacer. Tu es mieux ici avec nous. Je l'ai cru. Pourquoi ne l'aurais-je pas fait? C'était ma mère. Brandon avait une carte American Express Platinum liée au compte de Gérald. Sans limite. Il achetait des baskets qui coûtaient plus cher que ce que j'avais touché de toute ma vie. Je possédais 3 robes, toutes données par Donna, retouchées pour s'adapter à ma silhouette plus petite. Au dîner, la famille s'asseyait ensemble. Brandon parlait de ses cours, de ses amis et de ses projets pour le week-end. Gérald hochait la tête en signe d'approbation. Donna souriait et remplissait son verre. Je me tenais à l'entrée de la cuisine, attendant de débarrasser les assiettes. Une fois, quand j'avais 14 ans, j'ai demandé à Donna pourquoi je ne pouvais pas m'asseoir avec eux. Elle a ri comme si j'avais raconté une blague. Brianna, ma chérie, la table n'a que 3 places. Elle en avait 6. J'avais compté. Ce soir-là, j'ai réalisé quelque chose que je ne m'étais jamais avoué, je ne faisais pas partie de cette famille.
Je n'en avais jamais fait partie. Gérald les appelait les règles de la famille. Il les avait écrites sur une fiche quand j'avais 5 ans et l'avait collée à l'intérieur de la porte de mon sous-sol, la seule décoration que j'étais autorisé à avoir. Règle 1, tu ne t'assois pas à la table familiale. Règle 2, tu ne nous appelles pas maman ou papa. Tu t'adresseras à nous en disant Monsieur Patterson et Madame Patterson. Règle 3, tu ne quittes pas la maison sans permission. Règle 4, tu ne parles pas aux étrangers. Les conséquences pour avoir enfreint ces règles se trouvaient dans le garde-manger de la cuisine où une fine canne de rotin, du genre qu'on utilise sur les meubles, cachée derrière les boîtes de céréales. Gérald n'a eu à l'utiliser que 2 fois avant que je ne comprenne. La première fois, j'avais 7 ans. J'avais appelé Donna maman devant sa sœur. Les marques sur mes paumes ont duré 2 semaines. La deuxième fois, j'avais 16 ans. J'avais économisé la monnaie des courses pendant des mois, 17,32 $ et j'avais marché jusqu'à la gare routière à 5 km de là. J'allais partir. J'allais trouver quelqu'un qui pourrait m'aider. La police m'a ramené en moins de 2 heures. Elle n'a aucune pièce d'identité, ont-ils dit à Gérald à la porte. Aucune identification du tout. Est-elle à vous? Gérald a souri, le sourire chaleureux et inquiet d'un père aimant. C'est notre fille. Une fille troublée, des problèmes de santé mentale. Merci beaucoup de l'avoir ramenée à la maison, messieurs les agents. Ils sont partis. Gérald a verrouillé la porte. J'ai passé 3 jours au sous-sol sans nourriture. Quand il m'a enfin laissé sortir, il s'est penché près de moi et a chuchoté, sans papier, tu n'existes pas. Et si tu n'existes pas, personne ne te croira jamais. Personne ne t'aidera jamais. Tu comprends? J'ai compris. Pendant cette année de plus, je n'ai plus jamais essayé de partir. Brandon n'était pas cruel de la même manière que Gérald l'était. Il ne me frappait pas. Il ne m'enfermait pas au sous-sol et ne me privait pas de nourriture pendant des jours. Il ne me voyait tout simplement pas. Pour Brandon, j'étais un meuble, fonctionnel, oubliable, présent quand on en a besoin. Brianna, du café. Brianna, ma chambre est en désordre. Brianna, j'ai besoin que la voiture soit lavée avant mon rendez-vous. Quand ses amis venaient, il me présentait d'un geste de la main. C'est notre femme de ménage. Pas sa sœur, pas sa famille. Femme de ménage. Personne n'a jamais posé de questions. Je ne ressemblais en rien aux Patterson. Ils avaient tous les yeux bruns et les cheveux châtain clairs. Mes yeux étaient verts, presque émeraude sous certaines lumières, et mes cheveux étaient châtain foncé. J'avais posé la question une fois il y a des années, Donna m'a giflé et m'a dit d'arrêter de poser des questions stupides. À 26 ans, Brandon était beau, confiant et employé dans l'une des plus grandes agences immobilières du Connecticut. Il n'avait pas obtenu le poste par lui-même, le père de sa fiancée l'avait arrangé. Victoria Whitmore, blonde, posée, fille de Richard Whitmore, PDG de Whitmore Property, valant 47 millions de dollars. Brandon l'avait demandé en mariage il y a 3 mois au Perse à Manhattan avec une bague en diamant de 2 carats qu'il avait portée au comte de Gérald. Les Patterson étaient aux anges. Ce mariage n'était pas seulement de l'amour, c'était une échelle sociale. J'ai surpris Gérald parlant à Donna le soir des fiançailles. C'est ça. C'est comme ça que nous entrerons dans leur cercle. Richard Whitmore pourrait tout changer pour nous. Il ne savait pas que Richard Whitmore allait tout changer, en effet, mais pas de la manière dont il s'y attendait. La femme que Brandon épousait allait devenir l'instrument de la destruction de la vie que les Patterson s'étaient construite. Pas à cause d'elle, mais à cause de son père. J'avais 15 ans quand j'ai finalement posé la question que je gardais en moi depuis des années. Donna était dans le salon, feuilletant un catalogue Pottery Barn, marquant des pages avec des post-it. Je venais de finir de laver les sols et mes mains étaient irritées par l'eau de Javel. Madame Patterson? Elle n'a pas levé les yeux. Quoi? Pourquoi suis-je différente de Brandon? Le catalogue s'est abaissé. Ses yeux froids, ternes, de la couleur de l'eau de vaisselle ont croisé les miens. Différente? Comment ça? Pourquoi peut-il aller à l'école? Pourquoi s'assoit-il à la table? Pourquoi dois-je? Parce que, m'a-t-elle coupé, sa voix tranchante comme du verre brisé. Certains enfants sont nés pour être aimés. Certains enfants sont nés pour aider les autres. Tu es de la 2e catégorie, Brianna. C'est ton but.
C'est ton destin. Elle est retournée à son catalogue. La conversation était terminée. Je suis retourné au sous-sol ce soir-là et j'ai regardé mon reflet dans le petit miroir fêlé au-dessus de l'évier de service, le seul miroir que j'étais autorisé à avoir. Mes yeux n'avaient rien de commun avec les leurs. Mon visage n'avait rien de commun avec le leur. Mais je ne posais plus de questions. Donna avait raison, me disais-je. Certaines personnes sont nées pour servir. J'étais l'une d'entre elles. Se battre ne ferait qu'apporter plus de douleur. Pendant 8 années de plus, j'ai cru cela. Je me réveillais à 5 heures, je récurais, je cuisinais et je nettoyais, et je me disais, c'était ma vie. C'était ce que je méritais. Puis vint le mariage de Brandon et l'homme qui a regardé mon visage et a vu quelqu'un d'autre entièrement. Je ne le savais pas encore, mais dans 24 heures, chaque mensonge qu'on m'avait raconté allait commencer à s'effilocher. L'annonce du mariage est arrivée 6 mois avant la cérémonie. Brandon et Victoria allaient se marier au Ritz-Carlton de White Plain, 200 invités, un orchestre en direct et un gâteau à 5 étages provenant d'une boulangerie de Manhattan. Coût total, $200 000, généreusement couvert par Richard Whitmore. Gérald a pratiquement flotté dans la maison pendant des semaines. C'est le plus grand jour de nos vies, ne cessait-il de dire. Les Whitmore sont de la vieille fortune, l'aristocratie du Connecticut. Nous devons faire impression. Donna s'est jetée dans l'organisation. Elle a coordonné avec la mère de Victoria pour les fleurs, le traiteur et le dîner de répétition. Elle a acheté une nouvelle robe, Oscar de la Renta, couleur champagne, $4000. Je supposais que je serais demoiselle d'honneur. J'avais passé 6 mois à aider aux préparatifs, adressage des invitations, organisation des réponses et passage au pressing. J'avais même pratiqué la marche en talons, m'imaginant dans une robe lavante debout à côté de l'autel. Puis, 3 semaines avant le mariage, Donna m'a fait asseoir dans la cuisine. « Nous devons discuter de ton rôle », a-t-elle dit. Mon cœur a bondi. Est-ce que je marche avec les demoiselles d'honneur? Elle a ri pas gentiment. Non, Brianna. Tu aideras au service, tu distribueras du champagne, tu t'assureras que les invités ont ce dont ils ont besoin. Les mots m'ont frappé comme de l'eau glacée. Vous voulez que je travaille au mariage? Ce n'est pas travailler, c'est aider. Son sourire était mince et calculé. Tu sais comment tu es, ma chérie. Maladroite, gauche. Si tu te tenais là-haut devant les Whitmore, ils se demanderaient ce qui ne va pas chez toi. Est-ce ce que tu veux? Embarrasser Brandon pour son grand jour? J'ai secoué la tête lentement, l'engourdissement familier s'installant. Plus tard dans la soirée, les invitations de mariage sont arrivées de l'imprimeur, lettres dorées en relief, papier de coton de 600 grammes. J'ai cherché sur chaque carte. Mon nom n'était pas sur la liste de la famille. Il n'était nulle part. Le dîner de répétition a eu lieu au Greenwich Country Club. Nappe blanche, verre en cristal et champagne qui coûtait plus cher par bouteille que ce que j'avais vu en un an. Les Whitmore avaient réservé toute la terrasse surplombant le terrain de golf. Je portais une robe noire simple et un tablier blanc. Donna avait choisi la tenue elle-même. « Tu as l'air professionnel », avait-elle dit en ajustant mon col. « Rappelle-toi, souris, ne parle pas à moins qu'on ne t'adresse la parole, et reste invisible. » Je transportais un plateau d'argent de flûte de champagne à travers la foule, les cousins Whitmore, les partenaires commerciaux, les vieilles familles fortunées dont je reconnaissais les noms dans les pages mondaines que Donna laissait traîner. Personne ne me regardait. Je faisais partie du décor. Jusqu'à ce que Victoria me remarque. Elle s'est approchée de moi près du bar, ses cheveux blonds relevés en un chignon élégant, sa bague de fiançailles captant la lumière du coucher de soleil. « Tu es la sœur de Brandon, n'est-ce pas? Brianna. » J'ai failli laisser tomber mon plateau. « Oui, madame. » « Pourquoi n'es-tu pas assise avec la famille? » Avant que je ne puisse répondre, Donna s'est matérialisée à mes côtés, son rire au éclair. Brianna préfère aider. Elle est timide, l'a toujours été, plus heureuse en retrait. Elle a tapoté mon bras avec l'affection d'une femme posant pour les caméras. Le front de Victoria s'est plissé, mais elle a hoché la tête poliment et est retournée vers son fiancé. J'ai repris ma ronde. C'est là que je l'ai remarqué, Richard Whitmore, le père de Victoria, debout près de la balustrade avec un verre de scotch, m'observant. Pas un coup d'œil, il m'observait fixement. Son visage était devenu pâle, sa mâchoire serrée.
Il s'est approché lentement. Excusez-moi, quel est votre nom? Brianna. Il l'a dit comme s'il testait le son. Savez-vous par hasard qui est votre mère biologique? La question n'avait aucun sens. Je vous demande pardon? Il m'a fixé pendant un long moment, puis s'est excusé brusquement et s'est dirigé vers le parking, son téléphone déjà pressé contre son oreille. Donna l'a regardé partir, son sourire figé, ses phalanges blanches autour de son verre de champagne. La nuit précédant le mariage, j'étais assise seule dans mon sous-sol. En haut, j'entendais des rires, Donna trinquant avec ses sœurs, les amis d'université de Brandon faisant s'entrechoquer les bouteilles dans le salon. La maison vibrait. Ici en bas, il n'y avait que le vrombissement de la chaudière et le goutte-à-goutte d'un tuyau qui fuyait. Je tenais l'uniforme noir que je porterais demain, lissant les plis avec mes mains puisque je n'avais pas le droit d'utiliser le fer à repasser après 21 heures. À côté de moi se trouvait le tablier blanc, empesé et impeccable. Sur mes genoux reposait une photographie, la seule que j'avais de moi avec la famille. J'avais 5 ans sur la photo, debout au bord du cadre tandis que Gérald, Donna et Brandon encore petits posaient ensemble près de l'arbre de Noël. Ils se touchaient. J'étais seul. En 23 ans de vie dans cette maison, je n'avais pas une seule photo où j'étais debout à côté de mes parents. Pas une seule. Pourquoi? La question m'avait murmuré toute ma vie, mais je l'avais toujours refoulée. Poser des questions menait à la douleur. La curiosité menait à la punition. Mais ce soir, dans l'obscurité, la question ne voulait pas rester enterrée. Pourquoi ne leur ressemblais-je pas? Pourquoi me traitait-il comme une étrangère? Pourquoi m'avait-il gardé caché si longtemps? J'ai repensé au visage de Richard Whitmore au dîner de répétition, la façon dont il était devenu pâle, le tremblement dans sa voix quand il a posé des questions sur ma mère. Il m'avait regardé comme s'il me connaissait, comme s'il m'avait cherché. Mais c'était ridicule. Personne ne m'avait jamais cherché. Personne ne m'avait jamais voulu. Demain, je servirai du champagne au mariage de mon frère tandis que ma famille prétendrait que je n'existais pas. Puis la vie continuerait exactement comme elle l'avait toujours fait. Du moins, c'est ce que je croyais. Je n'avais aucune idée de ce qui s'en venait. Je me suis réveillé à 4 heures du matin le jour du mariage de Brandon. La maison était silencieuse. Je me suis glissé à l'étage et j'ai commencé le petit déjeuner, œufs bénédicts, jus d'orange fraîchement pressé, le festin que Gérald attendait avant tout événement majeur. À 6 heures, j'avais dressé la salle à manger avec la belle vaisselle. Ensuite, je suis allé dans la chambre d'amis où la robe de mariée de Victoria était suspendue dans sa housse. Vera Wang, $12 000, corsage perlé à la main avec une traîne cathédrale. Donna avait insisté pour la garder chez nous, prétendant que nos placards avaient un meilleur contrôle de l'humidité que le domaine des Whitmore. La vraie raison, je le soupçonnais, était pour pouvoir la montrer à ses amis. J'ai passé le tissu à la vapeur avec soin, terrifié à l'idée de laisser un seul pli. Mes mains tremblaient. Si j'abîmais cette robe, je ne voulais pas imaginer ce que Gérald ferait. Des pas derrière moi. Donna est apparue dans l'encadrement de la porte, enveloppée dans un peignoir en soie lapala, ses cheveux dans des bigoudis. « Ne touche pas aux perles », a-t-elle dit. « C'est du cristal importé qui vaut plus que toi. »« Oui, Madame Patterson. » Elle m'a regardé travailler, les bras croisés. « Quand nous arriverons à l'hôtel, tu entreras par l'entrée de service. Ne laisse personne te voir entrer. »« Oui, Madame Patterson. » « Et ne nous embarrasse pas. » Sa voix est devenue tranchante et froide. « C'est le jour le plus important de la vie de Brandon. Si tu fais quoi que ce soit pour le gâcher, je te ferai le regretter. » La voix de Gérald a retenti d'en bas. « Brianna, où est mon café ?» Donna a eu un petit sourire narquois et est partie. Je suis resté là, tenant le défroisseur, fixant la robe de mariée que je n'avais pas le droit de toucher et la vie que je n'avais pas le droit de vivre. Quelque chose a changé en moi, un changement infime mais irréversible. Ce serait la dernière fois. Je ne savais pas comment, je ne savais pas quand, mais j'en avais fini. Assez. La grande salle de bal du Ritz-Carlton ressemblait à un conte de fées. Des lustres en cristal pendaient de plafonds de 9 mètres de haut. Des roses blanches cascadaient de chaque surface, l'autel, les centres de table, les arches imposantes.
200 chaises dorées faisaient face à une estrade où Brandon se tiendrait bientôt pour promettre l'éternité à une femme dont la fortune familiale pourrait acheter tout notre quartier. Je suis entré par le quai de déchargement. Le responsable du traiteur m'a tendu un plateau d'argent et a pointé la salle de bal. J'ai hoché la tête et j'ai pris ma position. Les invités affluaient, des femmes en robe de créateur, des hommes en costume sur mesure, des diamants scintillant sous les lustres. Je me faufilais entre eux en offrant des flûtes de veuve Clicquot, les yeux fixés sur le sol. Une femme en Chanel m'a arrêté. « Excusez-moi, êtes-vous de l'hôtel ?»« Oui, madame. » Le mensonge est venu facilement. Gérald est passé à côté sans un regard. Donna s'est arrêtée juste assez longtemps pour chuchoter, « Ta posture est terrible. Tiens-toi droite. » Puis Brandon est apparu avec ses garçons d'honneur, riant, ajustant ses boutons de manchette Tom Ford. Il m'a vu et m'a fait signe de venir. « Brianna, assure-toi qu'il y a des crevettes supplémentaires à ma table. Tu sais comment est papa. » Bien sûr. Il s'est retourné vers ses amis. L'un d'eux, un ancien coéquipier de Cross, m'a regardé en plissant les yeux. « C'est qui ?»« La femme de ménage, » a dit Brandon. « Elle travaille pour nous depuis toujours. » Les mots m'ont transpercé. Femme de ménage. Pas sa sœur, pas sa famille. Mais je n'ai pas réagi. J'avais appris il y a longtemps que les réactions menaient aux punitions. J'ai recommencé à circuler, offrant du champagne à des gens qui me regardaient comme si j'étais invisible. Puis je l'ai senti, quelqu'un m'observait. Je me suis retourné. À l'autre bout de la salle de bal, Richard Whitmore se tenait seul, son champagne intact, ses yeux fixés sur mon visage. Il ne faisait pas que regarder cette fois, il m'étudiait. La cérémonie a commencé à 16 heures. Un quatuor à cordes a joué le canon de Pachelbel alors que Victoria flottait dans l'allée dans sa robe Vera Wang, la traîne traînant sur 4 mètres derrière elle. Brandon l'attendait à l'hôtel, rayonnant, les mains jointes devant lui. Gérald et Donna étaient assis au premier rang, tamponnant leurs yeux avec des mouchoirs monogrammés. Je me tenais au fond de la salle de bal, plateau à la main, observant ma famille à 15 mètres de distance. L'officiant a parlé d'amour, d'engagement et du lien sacré du mariage. La voix de Brandon a tremblé quand il a prononcé ses vœux. Les yeux de Victoria brillaient alors qu'elle glissait l'alliance Tiffany à son doigt. Ils se sont embrassés. La salle a éclaté en applaudissements, et je suis resté là, invisible, tenant du champagne que je n'avais pas le droit de boire. Pendant un instant, je me suis permis d'imaginer une vie différente, une vie où je serais assise à ce premier rang à côté de Donna, une vie où je porterais une robe lavande et tiendrais un bouquet de roses. Une vie où Brandon me présenterait à sa mariée comme ma sœur Brianna au lieu de notre femme de ménage. Mais cette vie n'existait pas. Peut-être n'avait-elle jamais existé. La foule s'est levée pour le cortège de sortie. Brandon et Victoria ont remonté l'allée, bras dessus bras dessous, sous une pluie de pétales de roses. Alors qu'ils passaient, Donna a croisé mon regard. Son expression n'était pas chaleureuse, elle n'était pas fière. C'était un avertissement, n'oublie pas ta place. J'ai baissé les yeux. Quelque part dans la foule, j'ai senti à nouveau cette présence qui m'observait. Richard Whitmore, debout près du fond, n'avait pas applaudi une seule fois. Il n'avait pas quitté mes yeux des yeux pendant toute la cérémonie. Je ne comprenais pas pourquoi, mais un sentiment étrange a envahi ma poitrine, quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. L'espoir. Et je ne savais pas quoi en faire. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je pense que vous comprenez pourquoi je raconte cette histoire. Vous savez peut-être ce que l'on ressent quand on se trouve au sein de sa propre famille tout en étant traité comme un étranger. Servir des gens qui refusent de reconnaître votre existence. Laissez-moi vous demander quelque chose, avez-vous déjà dû servir quelqu'un qui refusait même d'admettre que vous faisiez partie de sa famille? Si c'est le cas, je veux l'entendre. Laissez un commentaire, faites-moi savoir que je ne suis pas seul. Et si cette histoire vous touche de près, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner, car ce qui s'est passé ensuite a changé tout ce que je pensais savoir sur moi-même. Je reviens tout de suite. La réception a commencé par des toasts au champagne et un orchestre de jazz de 12 musiciens. Je m'occupais de la table de la famille Whitmore, remplissant les verres d'eau, débarrassant les assiettes d'entrée. La mère de Victoria m'a souri poliment. Ses oncles et tantes discutaient entre eux de maisons d'été dans les Hamptons. Richard Whitmore était assis en bout de table,
touchant à peine à sa nourriture. Chaque fois que je m'approchais, je sentais son regard. Ce n'était pas inconfortable exactement, ni prédateur ni froid. C'était autre chose, quelque chose que je ne pouvais pas nommer. Quand j'ai tendu la main pour débarrasser son assiette de salade, sa main a jailli et a saisi mon poignet doucement mais fermement. « Je suis désolé », a-t-il dit, la voix basse. « Je dois vous demander quelque chose. »« Bien sûr, monsieur. »« Votre nom est Brianna. »« Oui. »« Brianna Patterson ?»« Oui, monsieur. » Il a relâché mon poignet. Sa main tremblait. « Savez-vous qui est votre mère? Votre vraie mère? » Encore la question la même que celle du dîner de répétition. « Je vis avec monsieur et madame Patterson », ai-je dit prudemment. « Ils m'ont élevé depuis que je suis bébé. » Le visage de Richard a changé. Quelque chose s'est brisé derrière ses yeux, de la peine ou peut-être de la reconnaissance. « Excusez-moi », a-t-il chuchoté en se levant brusquement de table. Je l'ai regardé se diriger vers les portes de la terrasse, sortant son téléphone. À travers la vitre, je pouvais le voir faire les 100 pas, parlant intensément à quelqu'un à l'autre bout du fil. Victoria l'a remarqué. « Est-ce que mon père va bien ?» Je ne savais pas quoi répondre. À la table familiale, Donna observait la scène. Son verre de champagne s'est arrêté à mi-chemin de ses lèvres. Elle s'est penchée vers Gérald et a chuchoté quelque chose. Il s'est retourné, a trouvé mes yeux, et son expression s'est durcie en quelque chose que j'ai reconnu, de la peur. Je n'avais jamais vu Gérald Patterson avoir peur de quoi que ce soit jusqu'à présent. Le photographe a frappé dans ses mains et a appelé pour les portraits de famille. Les familles des mariés, veuillez vous rassembler près de l'arche florale. Les Whitmore se sont rassemblés les premiers, Richard, sa femme Eleanor, le frère de Victoria et sa femme, un groupe de parents élégants dans des tons pastels coordonnés. Puis les Patterson, Gérald a ajusté sa cravate, Donna a lissé son Oscar de la Renta, et Brandon a passé un bras autour de la taille de Victoria. Je suis resté en retrait, plateau à la main. Le photographe a balayé le groupe du regard, puis m'a montré du doigt. Et elle? Fait-elle partie de la famille? Silence. Le sourire de Gérald s'est crispé. Donna a regardé le sol. Brandon n'a rien dit. Puis la voix de Richard Whitmore a rompu le malaise. Oui, elle fait partie de la famille. Brianna, s'il vous plaît, venez vous mettre à côté de moi. Je me suis figé. Monsieur? Vous m'avez entendu. Sa voix était calme mais ferme. Venez ici. J'ai posé mon plateau. Mes jambes semblaient appartenir à quelqu'un d'autre alors que je marchais vers le groupe. Le visage de Gérald est devenu rouge vif. Il ne pouvait pas s'y opposer, pas devant Richard Whitmore, pas devant l'homme qui payait pour tout ce mariage, mais je pouvais voir sa mâchoire travailler, sa fureur à peine contenue. Richard a placé sa main sur mon épaule. Sa paume était chaude, rassurante. Juste ici, a-t-il dit doucement. C'est ici que tu dois être. Le photographe a ajusté son objectif. Tout le monde est prêt? De grands sourires. Le flash a crépité. Richard m'a gardé près de lui alors que le photographe lui montrait l'aperçu sur l'écran de l'appareil. J'ai observé son visage alors qu'il zoomait sur l'image, précisément sur moi. Ses yeux se sont mouillés. Ses yeux, a-t-il murmuré presque pour lui-même. Ce menton. Mon Dieu. Il a de nouveau sorti son téléphone et s'est éloigné en composant un numéro. Je n'ai entendu que des fragments, c'est elle, j'en suis certain. Sortez le dossier, l'affaire non résolue du FBI de 2003, et préparez un kit d'ADN pour ce soir. Mon cœur s'est arrêté. Qu'est-ce qu'il venait de dire? Dès que le photographe est passé à autre chose, la main de Gérald s'est refermée sur mon bras. Dehors, tout de suite. Il m'a entraîné à travers un couloir de service, devant les cuisines, dans un couloir étroit où des caisses de champagne étaient empilées contre le mur. Le bruit de la réception est devenu un vrombissement lointain. Qu'est-ce que tu lui as dit? Le visage de Gérald était à quelques centimètres du mien, son haleine chaude sentant le whisky. Rien. Je jure que je n'ai rien dit. Ne me mens pas. Sa prise s'est resserrée jusqu'à ce que je grimace. Pourquoi Whitmore posait-il des questions sur ta mère? Je ne sais pas. Il a juste demandé, et j'ai dit que je vivais avec vous.
Gérald m'a poussé contre le mur. Les caisses ont tremblé. Écoute-moi attentivement. Sa voix est descendue à un sifflement. Si tu dis quoi que ce soit à qui que ce soit sur notre famille, je te jette à la rue. Pas d'argent, pas de vêtements, rien. Tu seras sans abri en moins d'une semaine. Tu comprends? Donna est apparue au bout du couloir, ses talons claquant sur le béton. Qu'est-ce qui se passe? Whitmore n'arrête pas de poser des questions sur elle. Gérald a pointé la tête vers moi. Quelque chose ne va pas. Les yeux de Donna se sont plissés. Elle s'est approchée lentement, sa robe couleur champagne frôlant le sol. Brianna. Sa voix était de glace. Elle a souri, ce sourire public calculé. Maintenant, retourne travailler, et si tu nous embarrasses encore, je te promets que tu le regretteras. Ils m'ont laissé là, tremblante, seule au milieu des caisses de champagne. Les mots de Gérald résonnaient dans ma tête, sans papier, tu n'existes pas. Mais Richard Whitmore pensait que j'existais. Il pensait que j'étais quelqu'un. La question était, qui? Je suis retourné dans la salle de réception dans un état second. L'orchestre de jazz avait commencé, et les couples se balançaient sur la piste de danse, Brandon et Victoria au centre, leurs fronts se touchant, l'image du bonheur des nouveaux mariés. Gérald et Donna étaient assis à la table familiale, riant avec les invités, jouant leur rôle de parents dévoués. J'ai repris mon plateau et recommencé à circuler, mais mes mains ne s'arrêtaient pas de trembler. Gérald avait raison. Sans document, sans preuve d'identité, je n'étais personne. Si j'essayais de partir, je serais ramassé par la police en quelques jours, une vagabonde sans nom, sans passé, sans personne pour la réclamer. C'était ma vie. Cela l'avait toujours été. Cela le serait toujours. Je me suis dirigé vers le bord de la salle de bal, vers la sortie. Je pourrais simplement m'éclipser, disparaître dans la nuit, marcher jusqu'à ce que mes jambes lâchent, et laisser arriver ce qui doit arriver. Quelle différence cela ferait-il? Personne ne me manquerait. Personne ne remarquerait même mon départ. Brianna. Je me suis retourné. Richard Whitmore se tenait derrière moi, le visage marqué par quelque chose que je ne reconnaissais pas. De l'inquiétude? Du chagrin? Puis-je vous parler en privé, juste un instant? J'ai jeté un coup d'œil vers la table familiale. Donna nous observait, son sourire figé. Je ne pense pas que je devrais, s'il vous plaît. Sa voix s'est brisée. C'est important. Je cherche. Je cherche quelqu'un depuis très longtemps. Il a glissé sa main dans la poche de sa veste et en a sorti une photographie. Elle était vieille, décolorée, usée sur les bords, comme si elle avait été manipulée d'innombrables fois au fil des ans. Une jeune femme tenant un nourrisson et des cheveux châtains foncés, des yeux verts et des yeux exactement comme les miens. Reconnaissez-vous quelqu'un sur cette photo? A demandé Richard doucement. Ma gorge s'est nouée. Je ne sais pas qui c'est. Mais quelque chose de profond en moi s'est agité. Quelque chose qui ressemblait à un souvenir. Richard m'a conduite sur la terrasse surplombant les jardins de l'hôtel. L'air nocturne était frais. À l'intérieur, la réception se poursuivait, cliquetis de verre, éclats de rire, l'orchestre entamant un standard de Sinatra. Ici, il n'y avait que le bourdonnement lointain de la circulation et les battements de mon propre cœur. Richard m'a de nouveau tendu la photographie. Dans la lumière douce provenant de la salle de bal, je pouvais la voir plus clairement à présent. La femme était jeune, peut-être au milieu de la vingtaine, avec un sourire fatigué mais radieux. Le bébé dans ses bras était enveloppé dans une couverture rose, les yeux fermés, incroyablement petit. C'est ma sœur, Margaret, a dit Richard. Et le bébé est sa fille, Brianna Ashford Whitmore. Je l'ai regardé fixement. Je ne comprends pas. Il y a 23 ans, le bébé de Margaret a été enlevé à l'hôpital de Stanford, kidnappé à la pouponnière au milieu de la nuit. Sa voix tremblait. Ma sœur a passé 5 ans à la chercher. Elle a engagé des enquêteurs, a travaillé avec le FBI, n'a jamais cessé de croire que sa fille était vivante. Il a dégluti difficilement. Elle est morte quand le bébé aurait eu 5 ans. Une insuffisance cardiaque, mais les médecins ont dit que c'était le chagrin. Elle a simplement abandonné. Je suis tellement désolé, ma voix n'était qu'un murmure. Mais je ne vois pas ce que cela a à voir avec moi.
Richard s'est tourné pour me faire face complètement. Brianna. Le nom du bébé était Brianna. Elle avait les yeux verts, ce qui est rare dans notre famille, mais Margaret les avait aussi. Il a désigné mon visage. Ce nez, ce menton, la forme de votre bouche, c'est identique. J'ai fait un pas en arrière. Monsieur Whitmore, je pense que vous faites erreur. J'ai cherché pendant 23 ans. Des larmes coulaient sur ses joues. Et quand je vous ai vu au dîner de répétition, j'ai su. J'ai su. Il a plongé la main dans son autre poche et en a retiré un petit récipient en plastique. S'il vous plaît, laissez-moi prélever un échantillon d'ADN. Si je me trompe, je ne vous dérangerai plus jamais. Mais si j'ai raison. Il a repris contenance. Si j'ai raison, alors les personnes dans cette salle de bal ne sont pas votre famille. Ce sont les personnes qui vous ont volé. Les mots flottaient dans l'air comme de la fumée. Voler. Pendant 23 ans, on m'avait dit que je ne valais rien. Né pour servir. Chanceuse d'avoir un toit sur la tête. Et maintenant cet homme, cet étranger, me disait que j'avais peut-être été volé, que les personnes qui m'avaient élevé étaient peut-être des criminels, que j'avais peut-être une famille qui me voulait vraiment. C'était trop impossible. Je ne peux pas, ai-je dit en reculant. Je ne peux pas faire ça. Brianna, s'il vous plaît. La voix de Richard était douce mais pressante. J'ai un laboratoire en attente. Certifié AABB, la référence absolue pour les tests ADN. Résultat en 72 heures. Même si le test concorde. S'il concorde, vous êtes la fille de Margaret. Vous êtes ma nièce. Il a dégluti. Et vous êtes l'héritière légale de la fiducie qu'elle a établie avant de mourir. Je me suis arrêté. Quelle fiducie? Margaret n'a jamais perdu l'espoir que sa fille soit retrouvée. Elle a mis en place un fonds fiduciaire à votre nom au nom de Brianna Ashford Whitmore qui devait être débloqué si vous étiez un jour retrouvé. Il fructifie depuis 23 ans. Richard a croisé mon regard. 12 millions de dollars. La terrasse a vacillé sous mes pieds. Mais il ne s'agit pas d'argent, a-t-il dit rapidement. Il s'agit de la vérité. Il s'agit de justice. Et il s'agit de donner la paix à ma sœur. Savoir enfin ce qui est arrivé à son enfant. À l'intérieur, l'orchestre est passé à une balade lente. Je pouvais voir Donna à travers les portes vitrées, balayant la pièce du regard, me cherchant sa propriété. J'ai pensé au sous-sol, aux règles, à la canne dans le garde-manger. 23 ans à m'entendre dire que je n'étais rien. Et puis j'ai pensé à Margaret Whitmore mourant de chagrin, sans jamais savoir ce qui était arrivé à son bébé. J'ai rencontré les yeux de Richard. Que dois-je faire? Il a ouvert le kit d'ADN. Ouvrez simplement la bouche. Les 72 heures suivantes ont été les plus longues de ma vie. J'ai repris ma routine, réveil à 5 heures, frottage, cuisine, ménage. Mais tout semblait différent maintenant. Ils ont remarqué le changement. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? A exigé Donna le deuxième matin. J'avais laissé le café reposer trop longtemps, et il était devenu amer. Rien, Madame Patterson. Je suis juste fatigué. Tu es toujours fatigué. Elle a vidé le café dans l'évier. Fais-en un autre, et cette fois, fais attention. J'ai fait un autre café. J'ai lavé la vaisselle. J'ai plié le linge. Mais dans ma poche, je portais le morceau de papier que Richard m'avait donné, son numéro de téléphone personnel écrit à l'encre bleue. Brandon et Victoria étaient partis pour leur lune de miel à Bali. La maison semblait plus calme sans lui, mais pas moins oppressive. La troisième nuit, je suis resté éveillé dans le sous-sol, fixant le plafond de béton, comptant les heures. Puis mon téléphone a vibré. Le vieux Nokia, le seul appareil que je possédais, acheté avec de la monnaie économisée sur les courses, a brillé d'un message texte provenant d'un numéro inconnu, les résultats sont arrivés. Pouvons-nous nous voir demain? 10 heures. Café sur Main Street. RW. Mon cœur s'est arrêté, puis a redémarré en s'emballant. J'ai répondu, je serai là. Le lendemain matin, j'ai dit à Donna que je devais acheter des produits d'entretien. Elle a à peine levé les yeux de son magazine. Sois de retour avant midi. J'ai des invités pour le déjeuner. Oui, Madame Patterson.
Je suis sorti et j'ai continué à marcher vers la vérité, vers la réponse à chaque question que j'avais eu trop peur de poser. Le café était un petit endroit sur Main Street, briques apparentes, meubles dépareillés, odeur d'espresso frais. Richard était déjà là quand je suis arrivé, assis à une table dans un coin avec une enveloppe Kraft devant lui. Ses yeux étaient rouges, comme s'il n'avait pas dormi. Brianna. Il s'est levé à mon approche. Merci d'être venu. Que disent les résultats? Il n'a pas répondu immédiatement. À la place, il a fait glisser l'enveloppe sur la table. Je l'ai ouverte avec des doigts tremblants. Le document à l'intérieur était couvert de chiffres et de termes techniques, calcul de probabilité d'Elossi. Mais une section était surlignée en jaune, indice de paternité combiné 99,97%. Conclusion, l'individu testé, Brianna Patterson, est la fille biologique de Margaret Eleanor Whitmore, décédée. Je l'ai lu 3 fois, 4 fois. Les mots ne changeaient pas. Tu es ma nièce, a dit Richard doucement. Tu es la fille de Margaret. Tu es Brianna Ashford Whitmore. La pièce a vacillé. Je me suis agrippé au bord de la table. C'est réel. C'est réel. C'est réel. J'ai déjà contacté le FBI. L'affaire classée de 2003 est réouverte. Il a tendu la main sur la table et l'a posée sur la mienne. Gerald et Donna Patterson feront l'objet d'une enquête. S'ils vous ont acquise par des moyens illégaux, s'ils vous ont acheté à des trafiquants, ils seront poursuivis. Poursuivis? Le mot semblait étranger. Charge fédérale, trafic d'êtres humains, fraude documentaire, mise en danger d'enfants. La voix de Richard s'est durcie. Il risque 15 à 20 ans. Je me suis adossé à ma chaise, le rapport d'ADN serré contre ma poitrine. 23 ans. 23 ans de sous-sol, de coups et de m'entendre dire que j'étais né pour servir. Et rien de tout cela n'était vrai. Je ne valais pas rien. Je n'étais pas indésirable. J'avais une famille, une vraie famille, une mère qui m'avait tant aimé qu'elle était morte de chagrin en me perdant. Et maintenant, enfin, la vérité éclatait au grand jour. Je veux m'arrêter ici un instant car c'est là que tout a changé. Pendant 23 ans, j'ai cru que je n'étais rien, que je ne méritais rien. Et en 72 heures, un test ADN a complètement détruit ce mensonge. Mais maintenant, j'avais un choix à faire. Je pouvais partir discrètement, recommencer ailleurs, et ne jamais regarder en arrière. Ou je pouvais laisser la vérité éclater, laisser Gerald et Donna faire face à ce qu'ils avaient fait. Que feriez-vous? Dites-le moi dans les commentaires. Je veux savoir. Et si vous êtes toujours là, abonnez-vous car la confrontation finale approche et elle va tout changer. Une semaine plus tard, le piège était tendu. Richard avait invité la famille Patterson dans son domaine de Greenwich, un manoir de 12 chambres sur 2 hectares avec des portails en pierre et une allée circulaire bordée de taupières. Le motif officiel était de discuter d'opportunités d'affaires pour Brandon. Gerald était aux anges quand l'invitation était arrivée. C'est le moment, s'était-il exclamé au dîner. Richard Whitmore veut m'intégrer dans son cercle restreint. Je savais que ce mariage serait rentable. Donna avait passé 3 jours à choisir sa tenue, un tailleur pantalon Armani bleu pâle, des boucles d'oreilles en perles, ses cheveux fraîchement méchés. Brandon et Victoria rentraient plus tôt de Bali spécifiquement pour la réunion. Personne ne soupçonnait rien. On m'a ordonné de venir, bien sûr. Pour aider à servir les rafraîchissements, a dit Donna, comme si c'était évident. Je n'ai pas discuté. Quand nous nous sommes arrêtés devant le domaine Whitmore, Gerald a laissé échapper un sifflement admiratif. Ça doit valoir 30 millions, facilement. Plus, a murmuré Donna, les yeux brillants. Nous avons été introduits dans le salon principal, un espace caverneux avec des plafonds de 6 mètres, des peintures à l'huile dans des cadres dorés et des meubles qui semblaient appartenir à un musée. Richard nous a accueillis chaleureusement, serrant la main de Gerald, embrassant Donna sur la joue. Je vous en prie, mettez-vous à l'aise. Brandon et Victoria devraient arriver d'un moment à l'autre. Je suis resté en retrait près de la porte, observant. Gerald n'a pas remarqué les autres personnes dans la maison, l'homme en costume gris qui attendait dans la pièce adjacente, la femme avec une chemise cartonnée sur les genoux mais moi, si. Richard a croisé mon regard et a fait un signe de tête presque imperceptible. Les agents du FBI étaient en position. Les preuves étaient prêtes.
Et Gerald et Donna Patterson étaient tombés droit dans le règlement de compte qu'ils avaient passé 23 ans à éviter. Une gouvernante a apporté un service à thé, de la porcelaine fine valant plus que la voiture de la famille Patterson. Donna a accepté sa tasse avec une grâce exagérée, croisant les jambes à la cheville comme elle l'avait vu dans les vieux films. « C'est une magnifique maison, Richard », a-t-elle dit. « Tout simplement splendide. »« Merci. » Richard s'est installé dans son fauteuil, l'expression agréable mais illisible. « Je voulais discuter de quelque chose avec vous avant l'arrivée de Brandon. Quelque chose à propos de Brianna. » La tasse de Gerald a cliqueté contre sa soucoupe. « Brianna. » « Oui. » Richard a fait un geste vers l'endroit où je me tenais près de la porte. « Elle fait partie de votre famille depuis un certain temps, n'est-ce pas? » « Depuis qu'elle est bébé, » a dit Donna rapidement. « Nous l'avons adoptée quand elle n'avait que quelques mois. Nous lui avons tout donné, un foyer, de la nourriture, une éducation. Nous avons été très bons avec elle. » « Adoptée ?» Richard a hoché la tête lentement. « C'est intéressant, car j'ai demandé à mes avocats de vérifier les registres du comté. Il n'y a aucun document d'adoption au dossier pour une personne nommée Brianna Patterson. » Silence. Gerald a posé sa tasse de thé. « J'ai aussi vérifié auprès de l'État du Connecticut, » a continué Richard, la voix toujours calme. « Aucun certificat de naissance, aucun numéro de sécurité sociale délivré à la naissance, aucun dossier hospitalier nulle part dans la région des 3 États. » Le sourire pratiqué de Donna commençait à se fissurer. « Que insinuez-vous exactement, Richard ? » « J'insinue que Brianna n'a aucune identité légale, aucun document quel qu'il soit. » Il s'est penché en avant. Ce qui soulève une question très intéressante, d'où vient-elle ? Gerald s'est levé brusquement. Je ne sais pas à quel genre de jeu vous jouez, mais je n'apprécie pas l'accusation. Richard n'a pas bronché. Ce n'est pas une accusation, Gerald. Pas encore. Il a ouvert le porte-document en cuir sur la table à côté de lui. Mais je pense que vous devriez voir ce qu'il y a dans ce dossier. Richard a sorti 2 documents du porte-document et les a posés sur la table basse. Le premier était le rapport d'ADN, celui que j'avais déjà vu, avec sa conclusion surlignée et sa certitude de 99,97%. Le second était plus ancien, un rapport du FBI photocopié avec un numéro de dossier en haut et le mot confidentiel tamponné en rouge. Ceci, a dit Richard en désignant le rapport d'ADN, confirme que Brianna est une correspondance génétique à 99,97% avec ma défunte sœur, Margaret Whitmore. Brianna est sa fille biologique. Le visage de Gerald est passé du rouge au blanc. Et ceci, Richard a tapoté le document du FBI, et le dossier de l'affaire classée de mars 2003. Ma nièce, Brianna Ashford Whitmore, a été enlevée à l'hôpital de Stanford alors qu'elle avait 6 mois. Elle n'a jamais été retrouvée. Jusqu'à maintenant. La tasse de thé de Donna a glissé de ses doigts et s'est brisée sur le tapis persan. C'est insensé, a bafouillé Gerald. Nous n'avons pas, nous ne ferions jamais. Alors expliquez les documents. La voix de Richard s'est durcie. Expliquez pourquoi elle n'a pas de certificat de naissance, pas de dossier d'adoption, aucune preuve qu'elle a jamais été légalement votre enfant. Il y a eu un incendie. La voix de Donna est montée dans les aigus. Les dossiers ont été perdus. Il n'y a pas eu d'incendie, l'a coupé Richard. J'ai vérifié chaque hôpital dans un rayon de 500 km. Pas d'incendie, pas de dossier perdu, aucune Brianna née d'une famille nommée Patterson. La porte de la pièce adjacente s'est ouverte. Un homme en costume gris est entré, suivi d'une femme tenant un badge. Gerald Patterson ? Donna Patterson ? La voix de l'homme était plate, officielle. Je suis l'agent spécial Morrison du FBI. Nous avons quelques questions sur l'acquisition de votre fille. Gerald a trébuché en arrière, le visage livide. Donna s'est mise à pleurer, et je suis resté là à regarder les murs se refermer enfin sur les gens qui s'étaient appelés mes parents. Ce qui s'est passé ensuite est allé très vite. L'agent spécial Morrison a présenté un mandat. Sa partenaire, l'agent Chen devenu l'agent Smith, j'apprendrai plus tard qu'elle s'était mariée récemment, a commencé à lire les droits Miranda. Gerald Patterson, Donna Patterson, vous êtes en état d'arrestation pour suspicion de trafic d'êtres humains, fraude documentaire et mise en danger d'enfants. Vous avez le droit de garder le silence.
Tout ce que vous direz pourra être utilisé contre vous devant un tribunal. Gérald a essayé de s'enfuir. Il a fait 3 pas avant que l'agent Morrison ne lui saisisse le bras et ne le plaque contre le mur. L'homme qui m'avait terrorisé pendant 23 ans et qui m'avait affamé, battu, m'avait dit que je n'étais rien, a gémi comme un enfant lorsque les menottes se sont refermées sur ses poignets. Donna s'est effondrée sur le canapé, du mascara coulant sur ses joues. « Brianna !» a-t-elle hurlé. « Brianna, s'il te plaît, dis-leur que c'est une erreur. Nous sommes ta famille. Nous t'avons élevée. » Je l'ai regardée, cette femme qui m'avait giflé pour avoir posé des questions, qui m'avait enfermé au sous-sol, qui m'avait dit que j'étais né pour servir. « Vous m'avez élevé comme une servante, ai-je dit. Ma voix était calme, assurée. Nous t'avons tout donné. Vous m'avez donné un matelas sur un sol en béton. J'ai fait un pas de plus. Vous avez pris mon identité. Vous avez pris mon enfance. Vous m'avez pris ma mère. » Le visage de Donna s'est décomposé. Nous ne savions pas, nous pensions. Vous saviez. La voix de Gérald a retenti, soudainement haineuse, même menottée. À ce moment-là, la porte d'entrée s'est ouverte. Brandon et Victoria sont entrés, frais émoulus de Bali, bronzés et souriants jusqu'à ce qu'ils voient les agents du FBI et leurs parents menottés. Le sourire de Victoria a disparu. Les charges fédérales sont tombées dans le mois. Gérald et Donna Patterson ont été inculpés de 3 chefs d'accusation chacun, trafic d'êtres humains selon l'article 18 USC section 1589, fraude documentaire et mise en danger d'enfants. L'enquête a révélé qu'ils m'avaient acheté à un réseau d'adoption clandestin en 2003 pour $15 000 en espèces, intraçables. Le réseau avait été démantelé il y a des années, mais le FBI avait conservé des registres. Mon nom apparaissait sur un grand livre, inscrit entre un prix d'achat et une date de livraison, comme si j'étais une marchandise. Le procès a duré 4 mois. J'ai témoigné 2 fois. Gérald a clamé son innocence jusqu'au bout, affirmant qu'on lui avait dit que j'étais orpheline, qu'il m'avait simplement offert une vie meilleure. Le jury ne l'a pas cru. Donna s'est retournée contre lui pendant son témoignage, affirmant qu'elle avait été contrainte, que Gérald l'avait menacée, qu'elle avait toujours voulu mieux me traiter mais qu'elle ne le pouvait pas. Le jury ne l'a pas cru non plus. Sentence finale, Gérald a été condamné à 18 ans de prison fédérale. Donna a 12 ans. Leurs avoirs ont été gelés en attendant les procédures civiles. La maison de Fairfield County, celle avec le réfrigérateur Sub-Zero, le marbre de Calcutta et le sous-sol où j'avais dormi pendant 23 ans a été saisi pour couvrir les frais de justice et les éventuelles réparations. Le monde de Brandon s'est effondré lui aussi. Richard Whitmore a retiré tout soutien financier le jour de l'arrestation. Les $200 000 dépensés pour le mariage étaient désormais la dette de Brandon. Son emploi chez Whitmore Property a été résilié immédiatement. Victoria a demandé le divorce 3 semaines plus tard. « Je ne peux pas faire ça », je l'ai entendu dire à Brandon au téléphone. « Tes parents ont acheté un être humain. Ils ont fait le trafic d'un enfant. Je ne peux pas être associé à ça. » L'homme qui avait grandi comme un prince se retrouvait soudainement seul, au chômage et croulant sous les dettes. Et moi? Pour la première fois de ma vie, j'étais libre. Brandon m'a appelé 6 mois après le verdict. J'ai failli ne pas répondre. Le nom sur l'écran, Brandon Patterson, déclenchait encore quelque chose de froid dans ma poitrine, même maintenant. Mais la curiosité l'a emporté. « Bonjour, Brianna. » Sa voix était ténue, méconnaissable. Ce n'était plus le Golden Boy confiant que j'avais grandi en servant. Quelqu'un de vidé. « J'ai besoin de te parler. » « À quel sujet ? » Je suis en difficulté. Il a ri amèrement. J'ai attendu. Je me demandais si peut-être tu pouvais m'aider. Juste un prêt. Juste jusqu'à ce que je me remette sur pied. C'était là. 23 ans à être traité comme un meuble, et maintenant il avait besoin de moi. Brandon, ai-je dit lentement. Pendant toutes les années où nous avons vécu dans la même maison, m'as-tu une seule fois aidé? Silence. T'es-tu déjà interposé quand Gérald me frappait? As-tu déjà demandé pourquoi je dormais au sous-sol? M'as-tu une seule fois traité comme une sœur? Je ne savais pas. Tu savais. Ma voix est restée calme. Tu t'en fichais, tout simplement. J'étais pratique. Je te rendais la vie plus facile.
Et maintenant que je ne suis plus là pour te servir, tu n'as aucune idée de la façon de survivre. Brianna, s'il te plaît. Je ne vais pas t'aider, Brandon. Pas parce que je te hais, mais parce que tu as besoin d'apprendre quelque chose que tu n'as jamais appris en grandissant. J'ai fait une pause. Les actes ont des conséquences. Et le silence aussi. J'ai raccroché. Ma main tremblait, mais mon cœur était ferme. Pour la première fois de ma vie, j'avais fixé une limite, et j'avais l'intention de la maintenir. L'héritage est arrivé 3 mois après la fin du procès. Les avocats de Richard avaient travaillé sans relâche pour vérifier mon identité et activer la fiducie que Margaret avait établie en 2003. Le processus a nécessité des ordonnances judiciaires, des confirmations du FBI et des piles de paperasse, mais finalement, le document final est arrivé, bénéficiaire, fiducie Brianna Ashford Whitmore. Valeur, 12 847 329 $ et 16 cents. Statut, actif. J'ai lu le chiffre 7 fois avant que cela ne me semble réel. Richard m'a conduite lui-même à la banque le jour où les fonds ont été débloqués. Nous nous sommes assis dans un bureau privé au dernier étage, entouré de meubles en acajou et de peinture à l'huile, pendant qu'un banquier expliquait les options d'investissement et les implications fiscales. 12 millions de dollars. Plus d'argent que les Patterson n'enverraient en 10 vies. Mais ce n'est pas l'argent qui m'a changé. C'était le nom. Brianna Ashford Whitmore. Mon vrai nom. Le nom que ma mère m'avait donné avant que je ne sois volé. Richard m'a aidé à m'installer dans une suite d'invités au domaine de Greenwich. J'avais ma propre chambre avec des fenêtres donnant sur une roseraie, un lit king size avec des draps en coton égyptien et une salle de bain plus grande que mon ancien sous-sol. La première nuit, je n'ai pas pu dormir. Je me suis contenté de marcher en touchant les murs, en passant mes doigts sur les rideaux, en me rappelant que c'était réel. Richard m'a inscrite à un programme de préparation à l'université. Mon manque d'éducation formelle n'avait pas d'importance, il y avait des ressources, des tuteurs et des personnes spécialisées dans l'aide aux survivants de la traite pour reconstruire leur vie. 1 an plus tard, j'ai reçu ma lettre d'acceptation, Université de Yale, bourse complète grâce à un programme pour les survivants de la traite des êtres humains. J'ai tenu la lettre dans mes mains et j'ai pleuré pendant 1 heure. Ensuite, j'ai trouvé autre chose dans les archives du domaine, une note manuscrite de ma mère, Margaret, datée de 2003, l'année où j'ai été enlevé. J'ai rendu visite à Gérald et Donna une fois. C'était 8 mois après leur condamnation. Je ne leur devais rien. Richard et mon thérapeute disaient tous deux que je ne devais pas y aller, mais j'avais besoin de tourner la page. J'avais besoin de les regarder dans les yeux et de dire ce que je portais depuis 23 ans. Le centre correctionnel fédéral se trouvait dans le nord de la Pennsylvanie, béton gris, fil de fer barbelé, lumière fluorescente qui donnait à tout le monde un air malade. Gérald a été escorté en premier, portant une combinaison orange qui flottait sur sa silhouette. Il avait perdu du poids. Sa TAGE n'était plus là. Son poignet était nu. Donna est venue ensuite. Plus d'Oscar de la Renta, plus de perles, juste des vêtements de prison et un visage qui avait vieilli de 10 ans en 8 mois. Ils se sont assis en face de moi à une table en métal. « Tu es venu » a chuchoté Donna. Ses yeux se sont remplis de larmes. « J'ai prié pour que tu viennes. Je ne suis pas ici pour une réconciliation, ai-je dit. Je suis ici parce que j'ai quelque chose à dire. » Gérald m'a lancé un regard noir. Même maintenant, brisé et emprisonné, ce mépris familier scintillait dans ses yeux. « Alors dis-le. » J'ai croisé son regard. Pendant 23 ans, vous m'avez fait croire que je ne valais rien, que j'étais né pour servir, que je devais être reconnaissante pour des miettes. J'ai gardé ma voix stable. Mais vous aviez tort. Je n'étais pas né pour servir. J'ai été volé, et vous le saviez. Donna a sangloté. Nous pensions que nous te sauvions. Vous pensiez que vous obteniez de la main-d'œuvre gratuite. Je l'ai coupé. Je ne suis pas ici pour vos excuses. Je suis ici pour vous dire que j'en ai fini. Je ne porte plus votre honte. Je ne porte plus votre cruauté. Je me suis levé. Je n'oublierai jamais ce que vous m'avez fait. Mais je ne le laisserai pas non plus me définir. Je suis sorti sans regarder en arrière. Et je ne les ai plus jamais revus. J'écris ceci depuis ma chambre de dortoir à Yale. Elle est petite, bien plus petite que la suite du domaine de Richard, mais elle est à moi. Mon nom est sur la porte.
Mes livres sont sur les étagères. Ma lettre d'acceptation est encadrée au-dessus de mon bureau. Certains matins, je me réveille encore à 5 heures par habitude. Mais maintenant, au lieu de récurer les sols, je prépare du café et je lis mes manuels de psychologie. J'étudie pour devenir thérapeute, spécifiquement pour travailler avec les survivants de la traite et des abus familiaux. Je veux aider les gens comme moi à sortir de l'obscurité. Sur ma table de nuit, à côté de mon réveil, je garde 2 choses. La première est mon nouvel acte de naissance, Brianna Ashford Whitmore, née le 3 mars 2003 à l'hôpital de Stanford, Californie. Mère, Margaret Eleanor Whitmore. La seconde est la lettre que Richard a trouvée dans les archives de Margaret, celle qu'elle m'a écrite la semaine de mon enlèvement, avant de savoir que j'avais été volé. Ma chérie Brianna, si tu lis ceci un jour, je veux que tu saches que tu as été le plus beau cadeau que j'ai jamais reçu. Dès l'instant où tu es né, j'ai su que tu étais destinée à des choses extraordinaires. Peu importe ce qui arrive, peu importe où la vie te mène, souviens-toi, tu es aimé. Tu es désiré. Tu es assez. Je la lis chaque matin. Pendant 23 ans, j'ai cru que je n'étais rien, que j'étais né pour servir, que je ne méritais pas une place à la table. Maintenant, je connais la vérité. Je suis né pour être aimé, et je passe le reste de ma vie à m'assurer que les autres sachent qu'ils le sont aussi. Merci d'être resté avec Brianna jusqu'à la fin. De nombreux détails de l'histoire de Brianna ont été dramatisés pour transmettre des messages significatifs et des leçons de vie. Cependant, la vie est pleine de rebondissements inattendus, et des situations comme celle-ci arrivent plus souvent qu'on ne voudrait le croire. Chaque année, des milliers de cas d'enfants disparus restent non résolus. Chaque jour, quelqu'un, quelque part, est traité comme moins qu'humain par les personnes qui devraient l'aimer le plus. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre qu'il mérite mieux, partagez ceci avec lui. D'autres histoires sur la force, la vérité et la reconquête de sa propre valeur vous attendent dans la description ci-dessous. Merci d'avoir regardé.